Bonjour, je suis Caroline Goulard. J'ai créé 2 entreprises dans le domaine de la visualisation de données. Je travaille depuis plus de 10 ans à créer des ponts entre les humains et les données. Et nous sommes ensemble pour un nouvel épisode de The Bridge, le média d'Artefact qui démocratise la culture des données et de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Marie Jeanne-Mathius. Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Jean-Marie, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, donc, moi, c'est Jean-Marie Jeanne-Mathius, je suis le cofondateur de Giscard, aussi le directeur scientifique de la boîte. Donc, Giscard, qui est une start-up aujourd'hui qui travaille dans la qualité de l'intelligence artificielle. Donc, comment on fait pour assurer qu'on n'a pas trop de risques avec l'intelligence artificielle telle qu'on le développe aujourd'hui. Et avant ça, j'étais chercheur, plutôt chercheur en éthique de l'IA, sur comment on fait pour débiaiser des modèles d'IA, comment on fait pour les expliquer aussi. Et encore un petit peu avant ça, j'exerçais en tant que data scientist, justement, à construire des modèles d'IA. Okay, super intéressant, mais comment t'es passé d'un parcours où t'as commencé en data science et t'es devenu chercheur ? Ouais, alors la particularité, c'était que j'exerçais en tant que data scientist, donc sur un job qui est plutôt technique, donc constructeur de modèles d'IA, et je suis allé plutôt sur une thèse en sciences humaines sur ces sujets-là, qui sont l'éthique de l'IA. Donc c'était ce switch-là qui était dû au fait qu'à l'époque, quand j'étais data scientist, je faisais aussi une licence de philosophie en cours du soir, et j'avais envie vraiment de poursuivre en fait ce cursus de philosophie, mais à plein temps. C'est là où j'avais démissionné pour faire un master et pour finir avec une thèse. Donc voilà, c'était plus une envie de travailler plus sur des sujets sociétaux, théoriques aussi, plutôt que l'opérationnel. Donc c'est voilà. Alors du coup, explique-nous pour des gens comme nous qui serions pas du tout calés en philosophie, comment ça concerne quel champ de la philosophie, c'était quoi les thématiques sur lesquelles tu travaillais ? Ouais, alors pour expliquer ça, il faut se mettre mettre le contexte en fait de l'IA. À la base, quand l'IA a eu toute cette révolution, notamment du deep learning et toutes ces choses-là, et du machine learning même un petit peu avant, l'idée c'est de se dire que contrairement à l'IA un peu traditionnelle, qu'on a avec les systèmes experts, avec des règles, ici avec le machine learning plus traditionnel, on peut se passer des catégories. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on a une idée avec l'IA qui est de se dire que, par exemple, si on veut, je sais pas, accorder un crédit à quelqu'un dans une banque, ou si on veut recommander un contenu à une personne, on n'a pas besoin de se poser la question de « Ok, cette personne, c'est une femme qui est de telle ou telle CSP, catégorie socio-professionnelle, et que tel ou tel contenu qu'on veut pousser, c'est de telle ou telle catégorie ». On peut s'en passer parce qu'on se dit qu'il suffit simplement de récupérer un maximum de données, beaucoup plus comportementales, beaucoup plus granulaires aussi, beaucoup plus hachées, pour au final se passer de ces catégories. Alors ça peut être quoi ces données ? Ça peut être par exemple, je sais pas, des transactions bancaires, qu'est-ce que j'ai regardé comme contenu dans le passé. Ça peut être sur le contenu, on s'intéresse plus vraiment à des catégories de contenu particuliers, mais on va directement regarder le pixel en fait, tout simplement. Donc on va utiliser toutes ces petites données là pour ensuite construire a posteriori en fait ces différentes catégories et prendre une décision qui peut être accorder un crédit à telle ou telle personne, qui peut être je pousse tel ou tel contenu. Et l'idée d'arriver vers là, c'était d'une part parce qu'il y avait de plus en plus de données qui sont créées un peu partout, parce qu'on a des systèmes d'information, mais c'est aussi parce qu'il y avait une forme de critique de ces processus de prise de décision qui sont basés sur des catégories d'experts et qui peuvent être quelquefois dépassés. Et en ayant ce cadre-là, on se rend compte qu'aujourd'hui, avec l'arrivée des sujets éthiques autour de l'IA, du machine learning, en fait, c'est presque un problème qui était parti, en fait, qui revient un peu par la fenêtre. Et c'est un peu penser ce problème-là qu'on a essayé un peu de délaisser pour voir un peu comment ça revient en fait. Donc c'est un peu là-dessus que je me suis beaucoup intéressé pendant ma thèse. Et le cadre théorique qui a été mobilisé, c'était beaucoup le cadre théorique de la sociologie pragmatique, où avec des grands auteurs comme Latour, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, ou Boltanski, où là, l'idée c'est vraiment de s'interroger à ce qu'on peut appeler la critique ou les controverses, de voir un peu comment les catégories se construisent en fait dans une société, l'intérêt que peuvent avoir ces catégories aussi pour politiser les débats,
pour parler d'enjeux, de discrimination, de beaucoup de choses, et de voir en fait comment ces différentes manières de politiser les problèmes se retrouvent complètement bouleversées avec l'arrivée de l'IA et du machine learning. Donc c'est ça un peu le cadre de cette recherche-là. Et donc, comment ça se manifeste aujourd'hui en termes cas d'usage des IA, en termes technologie autour des IA? Comment toi, tu arrives à mobiliser ce que tu as appris en philosophie, en sociologie, pour comprendre le monde d'aujourd'hui? Alors, il y a plein d'exemples aujourd'hui où on voit justement cette friction qui est un peu les catégories qu'on a l'habitude d'utiliser pour légiférer et la manière dont les outils techniques actuels ne les utilisent pas. Je prends l'exemple, par exemple, dans toutes les questions autour des données personnelles, donc avec la RGPD aujourd'hui, qui va parler de ce concept de données personnelles, en fait, dans laquelle on peut mettre beaucoup de choses, le nom, le prénom, l'adresse et plein de choses. Et en fait, on se rend compte dans la manière dont les IA vont justement gérer les données personnelles que souvent, l'IA ne va pas utiliser le nom et les prénoms, ça va se faire avec d'autres types de données et en fait, on va pouvoir inférer, désanonymiser plutôt, a posteriori. Et en fait, on se rend compte que le concept même de données personnelles, il est compliqué parce que dès lors qu'on est vraiment à la fois dans l'intime, dans le sens où on s'intéresse à ces données très comportementales, on y est dans le personnel, mais en même temps sans le nommer vraiment, puisqu'on ne parle pas de prénom ou de nom. Et ce problème-là, on le voit en fait partout dans le monde de l'IA. Par exemple, là, très récemment, avec l'AI Act, il y avait ce sujet aussi qui est... alors, l'AI Act, c'est assez intéressant parce que à la base, c'est parti sur le principe que pour légiférer l'IA, il faut justement pas se dire, pour telle ou telle IA, donc la classification, la régression de l'IA générative, on veut telle ou telle disposition. On s'est dit, non, ça marche pas, parce que justement, c'est tellement beaucoup plus complexe et que c'est tellement lié au contexte d'utilisation que la manière de légiférer sur de l'IA, ça devrait être plutôt en fonction des usages. Donc en fonction des usages, s'ils sont à risque ou pas à risque. Et là, il se trouve qu'avec l'arrivée de l'IA générative, on a ce nouveau concept qui est General Purpose AI System, qui est en fait une nouvelle catégorie qu'on donne, c'est justement ces IA qui peuvent être utilisées pour beaucoup de raisons différentes. Et dans ce contexte-là, on nous pose la question de qu'est-ce que ça veut dire General Purpose AI System avec haut risque, en fait. Et en fait, c'est un oxymore, ça devient un espèce de paradoxe, parce que comment définir un risque pour quelque chose dont l'usage n'est pas défini, justement qui est trop vaste, en fait, un usage beaucoup avec un scope, un périmètre très large. Du coup, on est face à ce genre de tension, justement, comment on fait pour nommer le problème face à ces IA-là qui, justement, échappent à des catégories plus traditionnelles. Donc oui, voilà un exemple, là, par exemple, sur l'AI Act. Et ce que tu veux dire, c'est que quand on était encore sur du machine learning, type scoring, prédiction, on peut dire, voilà, on veut bien faire du scoring pour de l'assurance, on ne veut pas le faire pour de l'emprisonnement ou du risque de récidive. En revanche, avec la Gen AI, c'est compliqué de dire à quoi va servir la Gen AI, donc on ne sait plus légiférer. C'est ça l'idée ? Ouais, c'est ça, c'est que l'usage est beaucoup plus flou. Alors, il y a des exemples qu'on peut prendre, d'ailleurs, je le vois aujourd'hui dans ma boîte, c'est, par exemple, on met en place un chatbot. Un chatbot qui va utiliser de l'IA générative, l'IA générative va lui-même utiliser d'autres systèmes d'IA plus traditionnels, de recommandation de produits. Donc, par exemple, vous êtes un acteur du retail et vous posez une question à votre chatbot. Vous, en tant que consommateur, vous posez une question du type telle ou telle perceuse, est-ce que ça peut percer tel ou tel mur, ou j'ai envie de décorer ma chambre de telle ou telle manière, est-ce que tu peux me proposer la bonne peinture? Ça peut être ce type de question. Donc là, il y a une IA générative qui va justement utiliser plein d'outils internes à la boîte, des informations sur le produit. Et là, le truc, c'est qu'avec un chatbot de ce type-là, l'usage peut être très varié. Ça peut être des trucs très classiques, la recommandation de produit, l'information sur un produit donné, mais ça peut être aussi des questions de FAQ, de process, par exemple, quel est le temps de livraison que je peux avoir, mais ça peut être aussi des choses qui ont vraiment rien à voir. On peut avoir des attaquants qui peuvent poser des questions du type dis-moi quelque chose d'absolument horrible, de toxique, et ensuite, une fois que j'ai la réponse, je finis par faire un screenshot et poster ça sur Twitter. Donc ça, c'est le truc un peu classique que beaucoup de gens font. Et du coup, on se retrouve avec plein d'usages pour ce chatbot-là,
Et ça devient compliqué à se dire, bah, ok, où est le risque, mais aussi qui est responsable. Parce que si c'est vraiment un attaquant, l'attaquant a forcément une responsabilité, mais après de savoir à quel point celui qui a créé l'IA a cette possibilité de gérer ce risque-là, est-ce qu'il a mal géré? Mais ça pose aussi d'autres problèmes, parce que l'IA aussi, il y a plusieurs acteurs dans l'IA. Il y a celui qui déploie l'IA, mais il y a aussi celui qui produit, par exemple, le modèle fondationnel, je sais pas, Mistral, OpenAI. Donc voilà, donc qui partage la responsabilité? Et en fait, c'est là où la question de quand on doit faire société, il faut qu'on donne des rôles et des responsabilités qui devient de plus en plus difficile dès lors que les acteurs sont très dispersés, on va dire, il y en a beaucoup, et qui sont très dispersés dans le temps aussi et dans l'espace. Donc, en fait, ça devient très compliqué. Effectivement, je crois qu'on a vu le cas passer sur des jeunes personnes qui demandent sur ChatGPT ou sur un bot de ce genre-là, je veux me suicider, comment je fais si le bot donne la réponse et que l'adolescent passe à l'acte, qui est responsable, quoi. Exactement. Et alors, que dit la loi dans ces cas-là, aujourd'hui? Qui est responsable? Alors, en tout cas, sur l'AI Act, la loi, elle n'est pas encore totalement figée sur ces questions-là. L'AI Act, ce que ça dit, c'est quelque chose d'assez simple, c'est que ça va donner déjà des catégories qui sont, comme je disais, très discutables et très difficiles à interpréter. Mais par exemple, dans un cas là, comme un chatbot, on ne serait pas sur une IA à ce qu'on appelle à risque systémique. Donc, on n'est pas sur ce type d'IA-là. Donc, on va demander un certain nombre de dispositions. Donc, par exemple, de documenter. Donc, ça, c'est le mot-clé, c'est vraiment la documentation. De loguer aussi les différentes requêtes qu'il y a pu avoir, pour ensuite de se constituer un arsenal de preuves pour que, ensuite, un jour, ce qu'on appelle les notified bodies puissent aller auditer et dire si tout a été mis en place. Donc, c'est vraiment une logique un peu a posteriori qu'on peut voir aussi dans la RGPD et qui consiste à se dire, ben voilà, c'est une logique qu'on appelle de l'accountability. Donc, en gros, on met en place l'ensemble du logging, de la documentation, pour que après coup, si jamais il y a eu un problème, on crée une responsabilité. Donc, c'est ça la logique. J'imagine que c'est pas un problème nouveau en épistémologie, puisque la question de quel usage va être fait de la science et est-ce qu'on évalue une science à l'aune des conséquences qu'elle peut avoir, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, etc., c'est pas quelque chose de nouveau du tout. Qu'est-ce qui change aujourd'hui par rapport à ça? Est-ce que finalement on peut mobiliser les mêmes cadres philosophiques pour appréhender ces problèmes-là? Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau avec l'arrivée de l'intelligence artificielle? Alors, sur l'épistémologie, alors il y a des choses assez intéressantes sur ce domaine-là. Alors, dans deux sens. Déjà, d'une part, dans la manière de voir comment une connaissance est valide, on se rend compte aujourd'hui justement que l'IA produit aussi une forme de connaissance. D'ailleurs, l'IA est de plus en plus utilisée en physique ou dans plein de disciplines scientifiques, justement pour déjà analyser les données et construire a posteriori des règles. Donc c'est assez intéressant parce que dans l'épistémologie, il y a déjà eu des moments comme ça où les gens se sont posé la question est-ce que on peut trouver des process dans la mise en place, dans la création, dans la production d'une connaissance qui permettrait de rendre valide cette connaissance? Donc par exemple, est-ce que si on a un process qui permet, avec une revue par les pairs, en fait, avec chaque journaux, chaque article dans des journaux sont revus par des pairs avec des principes comme la réfutabilité, pour vraiment se dire, voilà, j'ai mis en place une manière de solliciter les données, le réel, avec un protocole qui est critiquable par mes pairs et qui peut être reproductible. C'est peut-être la manière ensuite de créer ce qu'on pourrait appeler une connaissance entre guillemets vraie. Ce genre de questionnement arrive aussi aujourd'hui avec l'IA, qui est de se dire comment on fait pour créer un process dans la création d'une IA qui permet de rendre compte d'un certain nombre d'enjeux. Alors ça peut être des enjeux éthiques, de conservation des données personnelles, des enjeux de sécurité. Et c'est assez lié, ouais. Une des façons classiques d'évaluer la connaissance, c'est le peer review, le fait de pouvoir publier, expliquer la méthode et de la faire relire. Et quand on commence à avoir des problématiques d'explicabilité
des algorithmes, où justement on n'est pas capable de réexpliquer forcément en avance comment l'algorithme, par quelle étape il est passé pour trouver ce résultat, comment on peut faire entrer en œuvre de la peer review et comment on évalue les résultats dans ce cas-là. Ouais, c'est une super question parce que c'est même ça aussi un gros enjeu de l'IA actuelle, qui est justement de se dire que pour des raisons de performance, ça va se faire au détriment des questions d'explicabilité, parce qu'au final, on se rend compte de créer des algorithmes qui sont explicables, avec des belles règles, avec des belles catégories que tout le monde comprend, bah, ça ne crée pas forcément les meilleurs algorithmes en termes de performance. Et donc, dans ce contexte-là, il y a une chose qu'on voit bien, d'ailleurs, en sociologie pragmatique, c'est que une interprétation, elle est toujours faite a posteriori. En fait, c'est peut-être un leurre de croire que il existe une vraie interprétation qui serait cachée derrière un phénomène dans le monde. En fait, souvent, pour faire une interprétation, justement, il y a plein de gens qui vont se mettre à mesurer, penser, réinterpréter. D'ailleurs, on le voit sur les phénomènes historiques. Hein. Le fait historique, c'est quand même la chose la plus historique. Ça s'est passé, ça s'est pas passé. Et là, on voit que les historiens se battent un peu sur des interprétations différentes d'un même fait historique. C'est la même chose, en fait, avec l'IA. Aujourd'hui, il y a plein de méthodes faites pour justement créer ce qu'on appelle des explications a posteriori de modèles d'IA qui sont complètement black box. Et au final, c'est pas très loin de ce qu'on fait par ailleurs, au fait, hein, dans un phénomène social, un phénomène physique, historique. On est toujours en train de créer a posteriori cette interprétation-là, mais souvent aussi, on le crée collectivement, cette interprétation. Ça peut être par des revues par les pairs, hein, par exemple dans le monde scientifique, mais ça peut être aussi, je sais pas, dans un débat social, politique, où là, il y a plusieurs personnes qui vont penser un même fait, un fait médiatique, assigner des catégories pour le penser différemment, du coup se battre un peu sur les différentes interprétations pour en faire émerger quelque chose de plus partagé, on va dire. Donc oui, on le voit bien avec l'IA. Hein. Et d'où l'enjeu, j'imagine, de l'open source dans ce domaine. Puisque si non seulement on n'est pas forcément en mesure d'expliquer chaque étape procédurale d'un algorithme d'intelligence artificielle, parce que justement c'est le principe, mais alors si en plus on ne peut pas accéder au code, on remet une couche de boîte noire sur la boîte noire en fait. Ouais, c'est clair. Alors, ça a beaucoup d'avantages aussi, hein, l'open source, la transparence, mais après c'est toujours la même question, c'est avoir accès au code permet d'avoir une forme d'interprétation qui n'est pas forcément celle qui est unique, mais ça permet de comprendre d'une certaine manière ce qui s'est passé derrière le modèle. Typiquement, un truc qui permet de comprendre, c'est de savoir, voilà, tel ou tel gros modèle, en fait, à l'intérieur, il y a tel ou tel composant qui s'est construit de telle ou telle manière. Mais après, ça ne permet pas de rendre compte par exemple, des choix qui ont été faits. Pourquoi j'ai choisi telle ou telle librairie et pas tel ou tel autre? Pourquoi j'ai paramétré l'input de tel ou tel composant? Pourquoi j'ai choisi celui-ci et pas une autre? Donc en fait, le code, c'est pas suffisant. Il y a peut-être aussi une forme de documentation à créer pour justifier ces choix. Et peut-être aussi, il manque aussi peut-être des tests aussi, hein, beaucoup plus tangibles qui dit, voilà, on a testé l'IA sur telle ou telle chose. Donc voilà, l'open source et la transparence vis-à-vis du code, c'est une brique, mais qui est importante, hein, qui est même nécessaire. Oui, effectivement, une autre façon d'auditer un algorithme, pas forcément d'aller regarder le code source, mais peut-être aussi d'analyser les résultats et de tester, de mesurer la fiabilité, la neutralité de ces résultats. Oui. Et je crois que c'est un sujet sur lequel tu as travaillé aussi. Oui, alors moi je travaille beaucoup là-dessus, alors un petit peu pendant la thèse, mais aussi là aujourd'hui avec Giscard, où nous au final ce qu'on produit, donc ce sont des outils open source sur le scan des modèles d'IA, donc un peu dans la même logique du software engineering traditionnel. On va scanner, on va faire un rapport avec des vulnérabilités différentes qu'on peut avoir sur l'IA. Sur l'IA générative, ça peut être révélation d'informations sensibles, l'hallucination, les contenus toxiques, ça peut être les contenus malveillants. Voilà, donc ça c'est plus pour l'IA générative. Ça peut être sur l'IA
plus traditionnelles, des questions autour des biais de performance, des questions éthiques, des questions de corrélation fallacieuse et autres. Donc voilà, donc on fait beaucoup de scans pour détecter les problèmes. Ensuite, on les teste aussi. Donc on crée des tests pour que les personnes puissent facilement, à partir de ces problèmes-là, créer des métriques tangibles, ce qui va leur permettre en fait d'améliorer de manière itérative les modèles. Et après, en production, on fabrique un certain nombre d'évaluateurs qui sont aujourd'hui très utiles pour vraiment s'assurer que les IA ne vrillent pas vers un tel ou tel endroit. Donc c'est ce qu'on crée aujourd'hui. Moi, j'aimerais comprendre comment tu es passé de ce background théorique et de recherche en philosophie à justement ton produit aujourd'hui, Giscard. Parce qu'effectivement, on voit bien l'enjeu de pouvoir auditer, de pouvoir évaluer la dimension éthique, mais concrètement, comment tu es passé de la théorie à l'opérationnel? Quel chemin t'as suivi? Alors déjà, il y a un chemin... En fait, vu que je me suis beaucoup intéressé à la crise de la catégorie, en fait, quand on voit le problème de cette manière-là, on se rend compte que vu la manière dont l'IA est développée aujourd'hui, avec des modèles de plus en plus puissants, qui utilisent des données de plus en plus granulaires, en fait, ce problème, cette crise de la catégorie va juste être exacerbé, en fait. Hein. Ça va dans ce sens-là. Et donc, forcément, créer des outils qui permettent d'adresser ce problème-là, ça va forcément être un enjeu. Et donc, en partant de ce principe-là, en s'intéressant à ces outils, en 2021, on s'est rendu compte aujourd'hui, en 2024, que ces outils-là sont plus d'actualité que jamais, parce que c'est vraiment ça l'enjeu, en fait. Hein. Quand on crée un scan, c'est justement permettre aux data scientists, notamment, donc aux développeurs, de mettre des mots sur des problèmes qui étaient un peu cachés et qu'ils ne connaissaient pas forcément. Donc oui, quand on fait ce constat théorique, ça paraît assez évident que c'est vers là qu'il faut aller pour opérationnaliser les choses. Donc déjà, il y a ça. Puis après, je pense aussi l'entrepreneuriat, c'est une manière aussi de tester un peu ces idées théoriques et de voir si ça tient la route ou pas. Donc c'est aussi une manière de rentrer dans le vif du sujet et aussi de challenger un peu ces différentes idées. Donc ouais, il y a ça. Et au final, est-ce que c'est pas le retour des catégories? Puisqu'on a vu que l'intelligence artificielle les faisait disparaître dans son fonctionnement, mais pour auditer les intelligences artificielles, est-ce qu'on n'a pas besoin justement de réintroduire des catégories genrées, par exemple pour voir s'il n'y a pas des biais de genre, de réintroduire des catégories en termes d'informations malveillantes ou de discours malveillants, d'incitation à la haine, ceci, cela, de réintroduire des catégories qui ont été des construits de nos sociétés pour les auditer. Et comment ça marche du coup, puisqu'on essaye d'auditer quelque chose qui n'a pas de catégorie et nous on réplique des catégories dessus? C'est clairement ça. En fait, c'est ça l'enjeu. Si on veut soit réguler l'IA, légiférer l'IA ou labelliser, certifier ces IA-là, on a besoin de refaire venir plus ou moins des catégories. Donc comment est-ce qu'on fait concrètement? Une fois qu'on a fait le constat en fait théorique pour se dire qu'en fait une catégorie, si ça paraît une évidence qu'une catégorie ça se crée socialement, ça se crée avec du travail, il faut justement remettre ce processus-là de création des catégories, le remettre au premier plan. Ça paraît très simple en fait. Donc du coup, comment on le fait? Il y a des pratiques. Il y a des pratiques, par exemple, sur l'IA générative, des pratiques de red teaming. Donc on va associer plusieurs parties prenantes pour essayer d'attaquer des modèles de différentes manières. Une fois qu'on a des attaques, d'essayer de les structurer, ces attaques, pour refaire un petit peu apparaître des zones où il y aurait des vulnérabilités. Et en fait, on va se rendre compte qu'en fait, les vulnérabilités, elles sont pas forcément celles qu'on aurait pu attendre avec des grosses catégories du type contenu malveillant, hallucination. En fait, en règle générale, sur des cas très concrets d'IA, c'est beaucoup plus fin, en fait. Les problèmes sont beaucoup plus fins. Mais du coup, il faut les recréer de manière un peu bottom-up, en fait. Donc, en associant des parties prenantes différentes, pas forcément que des data scientists, des personnes métiers, des attaquants, des auditeurs, refaire ce petit travail-là. Et à partir de là, voilà, justement, on écrit des rapports, on dit, voilà, tel ou tel endroit, ça pose souci. Ça peut être des rapports très écrits, mais ça peut être aussi des trucs très techniques, des tests sur, nous, ce qu'on appelle des data slices. En fait, c'est des filtres qu'on met en place
Ça peut être des détecteurs qu'on crée, donc souvent sur des IA génératives, et à partir de là, créer des évaluateurs, donc qui va réutiliser l'IA d'ailleurs, et pour les mettre en prod. Donc c'est refaire tout ce travail-là pour être en mesure de dire si une IA elle est bonne ou pas bonne, de manière toute bête. Ouais. C'est hyper intéressant de voir que dans le fond, on peut pas se passer de ces catégories parce que c'est notre façon à nous, humains et société, d'évaluer le monde et de l'appréhender. Et donc, au contraire, il faut remettre ce truc sur le devant de la scène et dire bah voilà, comment on fait des catégories, on se met d'accord sur des concepts. Et le mieux, c'est si elles sont les plus fines possibles. Et c'est peut-être là où, justement, c'est intéressant, comme tu as dit, de pas avoir que des data scientists. Et est-ce que, justement, ça doit rester dans un univers technique? Les gens qui travaillent autour de l'AI, product, business, tech, c'est à eux de porter ce débat-là, ou est-ce que, au contraire, ça doit aussi s'étendre à toute la société, aux citoyens, et au final, comment on fait pour les embarquer dans ces sujets-là? Ouais, alors évidemment, il faut que plus on arrive à impliquer des personnes différentes, mieux on arrive à représenter les différentes voix, notamment les voix des personnes qui sont en fait victimes de ces sujets-là. Et ça, c'est un énorme sujet, c'est très difficile comme sujet. Nous, on travaille beaucoup avec des entreprises. On peut forcément mettre autour du même table des collaborateurs de cette entreprise, ça c'est faisable. Mais après, mettre par exemple des usagers de ces IA, des particuliers autour du même table, c'est très compliqué, c'est pas toujours très facile à faire. Après, dans d'autres cadres, alors il y a des chercheurs qui le font, où ils vont mettre en place des espèces pas d'ateliers, mais une espèce de mise en scène où on va remettre une IA, le remettre en scène un petit peu avec des vraies personnes qui pourraient être victimes et essayer de récupérer un peu une forme de feedback, leur retour, leur critique, et ensuite les reprendre. Ça, c'est des sujets extrêmement importants, notamment sur des grosses IA qui posent beaucoup de problèmes aujourd'hui, comme des systèmes de recommandation qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube. C'est des sujets extrêmement importants pour plein de raisons, hein, la modération, les questions autour de la radicalisation, tous ces sujets-là, qui sont extrêmement liés avec des sujets plus graves, à mon avis, hein, en termes éthiques. C'est que souvent, ces IA-là sont construites par des gros monopoles qui concentrent beaucoup de pouvoir et qui ont des objectifs qui sont souvent toujours les mêmes, hein, qui sont monétiser l'attention des gens pour des fins publicitaires. Et souvent, ces objectifs-là créent des gros effets pervers, comme ce que je disais, hein, la radicalisation, l'atteinte à la démocratie, qui sont difficilement politisables, en fait. Et donc, c'est ça le gros sujet aussi, hein, c'est au final, et qui est très important aussi pour l'intelligence artificielle, c'est qu'on sait qu'avec la première vague du numérique, avec le début d'Internet dans les années 90, 2000, on avait au début beaucoup d'idées de l'open source, de la transparence, mais on sait ce que c'est devenu à la fin. Donc c'est vraiment devenu un process très monopolistique, très capitalistique aussi, où à la fin, il n'y a que quelques acteurs qui ont tellement de pouvoir et qui vont tout faire pour monétiser justement l'attention des gens et qui créent des énormes effets pervers qu'on n'arrive plus à réguler. Et c'est justement ça qu'il faut essayer d'éviter avec cette nouvelle révolution, avec l'IA générative, qui prend en fait au final le même exemple en fait, hein, de manière générale. Donc c'est ça en fait l'enjeu. Et je pense qu'il y a un enjeu énorme pour aussi les États, pour essayer de comprendre comment gérer ce problème-là. Et je pense que c'est très mal fait aujourd'hui. Donc oui, c'est ça l'enjeu. Ouais, toi, par exemple, ton avis sur l'IA Act qui est en cours d'application, c'est que ça va pas assez loin, ça va trop loin, c'est pas ce qu'il fallait faire? Alors, légiférer l'IA, c'est bien, mais d'ailleurs, les actes, souvent on en a peur, hein. D'ailleurs les startups, les entreprises ont peur parce qu'il y a toujours ce trade-off entre l'innovation et la régulation. Mais quand on y regarde vraiment de plus près, on se rend compte que l'IA Act, ce qui l'IA Act appelle des systèmes à haut risque, je sais pas, la médecine ou ce genre de choses, enfin la santé, souvent c'est déjà des domaines régulés. Et d'ailleurs, ou même les domaines bancaires, c'est déjà des domaines régulés. Et quand on discute vraiment avec ces personnes dans ce milieu-là, ils disent oui, bon, les actes, au final, bon, ça change pas grand-chose. Moi, je faisais déjà en banque, par exemple, les gens font du risk management, MRM. Ils connaissent déjà ce sujet-là, ça leur pose pas de problème. Donc, et en plus, l'IA Act, au final,
ça demande, c'est beaucoup là dans la logique de la RGPD, c'est dans la posteriori, dans l'accountability. Moi, je pense pas que le sujet, il est pas vraiment là-dedans, parce que je vois aussi beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui investissent énormément dans la qualité, dans les tests de l'IA, pas forcément parce qu'elles veulent être éthiques, mais parce que elles savent que si elles produisent des outils qui sont de faible qualité, ben elles vendront pas, en fait, tout simplement. Donc c'est une question de business. Donc ce sujet-là, il est en train d'être pris, et d'ailleurs on sait que dans d'autres domaines, comme dans l'ingénierie logicielle, par exemple dans le monde de la cybersécurité, les gens mettent en place plein de process en cybersécurité pour éviter les risques et les vulnérabilités. Donc je pense que c'est vers là que ça va. Et les Act, et voilà, c'est pas non plus un énorme enjeu là-dessus. J'ai l'impression, en t'écoutant, que bon, c'est très bien, mais ça adresse pas les vrais problèmes qui sont une sorte d'effet un peu pervers des systèmes qu'on est en train de mettre en place, où les gens qui monétisent l'attention vont finalement être amenés à agir en faveur de leur intérêt business plus qu'en faveur des intérêts démocratiques. Et donc on a des problèmes de bulles de filtre, on a des problèmes d'information biaisée, on a des problèmes d'exposition à de l'information nocive. Et ça, en fait, qui travaille là-dessus aujourd'hui? Ouais. Après, je pense que si on parle de vrais problèmes, du coup, il faut parler de manière beaucoup plus organisationnelle, voire politique, en fait. C'est de se dire que comment on crée une IA, en fait, de manière générale. En général, pour faire une IA, il faut des données. Donc, c'est souvent des grosses entreprises, des gros groupes qui mettent en place ces choses-là. Et le problème, c'est que l'IA, tel que c'est fait aujourd'hui, c'est un peu, si on regarde le marché, l'IA, c'est un peu la seule promesse de croissance qu'on a aujourd'hui. D'ailleurs, dans le monde des startups, aujourd'hui, c'est la crise. Et pas que dans le monde des startups, dans beaucoup de monde, à part dans ce petit secteur qui est l'IA, où il y a beaucoup d'argent qui est déversé. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire derrière? C'est que les gens voient bien que, en fait, la seule promesse qu'on peut avoir encore de croissance, peut-être qu'elle se trouverait là. Et du coup, il y a énormément aujourd'hui d'argent qui est investi, avec des énormes plans de relance sur l'IA. Et c'est là où il faut se poser peut-être la question. C'est en fait, dans la société où on va, on sait que voilà, il y a des énormes enjeux environnementaux, sociaux. Comment créer un modèle social qui va absorber tous les chocs qu'on va avoir avec les enjeux climatiques. Ça, c'est un énorme enjeu. Et là, on fait exactement ce qu'il ne faut pas faire, qui est on fait des énormes coupes budgétaires sur ces sujets-là, justement, pour mettre beaucoup d'argent sur une espèce de promesse d'une technologie qui pourrait apporter de la croissance. Donc en fait, on fait exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et parce que on a cette croyance de ce modèle d'hypercroissance qui va créer de la croissance et qui crée pas forcément des bons effets. Enfin, on a vu les effets pervers de ces choses-là. Au final, laisser le capital gérer ces questions-là, ça fait qu'à la fin, il y a des acteurs qui vont simplement se mettre à monétiser l'attention des gens et au final avoir tous les effets pervers qu'on connaît. Donc il y a des vraies questions beaucoup plus systémiques à penser, en fait, qui est où est-ce qu'on met l'argent aujourd'hui pour créer un monde meilleur demain. Alors c'est vrai que c'est intéressant de légiférer l'IA, mais après il y a la question de est-ce qu'on n'est pas en train de s'attaquer à un petit problème qui est beaucoup plus grave. Et d'ailleurs moi je le vois tout le temps, hein, on le voit beaucoup avec moi qui suis dans ce domaine-là de l'éthique de l'IA, en fait, il y a beaucoup de ce qu'on peut appeler de l'éthique washing, en fait, un peu comme le greenwashing, qu'on voit partout, en fait. En fait, c'est les pires sociétés qui sont dans cette logique-là, avec des énormes effets pervers, qui vont aussi mettre beaucoup d'argent sur l'éthique de l'IA. Et enfin, je suis invité par ces sociétés pour aussi faire des talks là-dessus, donc je le sais bien, en fait, c'est souvent ces sociétés-là qui font du lobbying, qui mettent en place beaucoup des initiatives en éthique de l'IA. Donc voilà, je pense que c'est important d'avoir une vision un peu d'ensemble pour pas, au final, penser que tout le sujet il est dans la légifération de l'IA. C'est avant tout un sujet politique que les sociétés doivent prendre en main pour définir qu'est-ce qu'elles veulent au final, qu'est-ce qu'elles tolèrent dans leur société. Ouais. Et d'ailleurs, vous parliez de comment on fait pour inclure le citoyen dans ces questions-là. Je pense que déjà, avant même d'essayer de les inclure pour savoir s'il y a eu des corrélations fallacieuses, est-ce qu'il y a eu la discrimination vis-à-vis de l'IA, avant même de faire ça, peut-être qu'il faudrait les inclure dans la manière de choisir nos investissements de demain. Est-ce qu'il faudrait les mettre dans des sujets comme l'innovation technologique? Est-ce que c'est là que se trouve quelque chose? Parce que c'est facile de le faire. Il suffit de dire, voilà, je fais un plan de relance où je mets 10 milliards sur l'IA. Là, les gens ont l'impression qu'on bouge et qu'on va de l'avant. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire ou penser différemment le monde? Et je pense que là-dessus,
on a vraiment besoin d'avoir des vrais processus démocratiques qui ne sont pas là aujourd'hui. Donc voilà, je pense que c'est... Pour revenir sur ton expérience à toi, est-ce que toi, tu as l'impression d'avancer plus sur ces problèmes politiques-là avec ta casquette d'entrepreneur ou avec finalement ta casquette de chercheur? Avec quoi tu contribues le plus, d'après toi, à la réflexion sur ces sujets? Quand on est entrepreneur, surtout dans ce domaine très particulier qui est l'IA, où finalement on est très rapidement, vu qu'on est très porté par le gouvernement actuel qui est extrêmement pro-startup, très vite on voit un peu le rouage des choses qui ont vraiment de l'importance, que sont l'investissement, parce qu'il y a beaucoup d'argent, comme je le disais, qui sont mis sur ces domaines-là. Et donc du coup on voit vite là où se jouent les gros sujets et qui ont de l'impact, et voir aussi comment ils sont décidés, ces sujets-là. Je trouve que ça, c'est l'avantage quand on est entrepreneur, c'est qu'on a accès à ces choses-là, chose que j'avais pas trop accès quand j'étais chercheur. Par contre, quand on est chercheur, on peut penser un peu le monde de manière théorique, mais forcément, on n'a pas forcément accès à ces choses-là. Donc c'est une espèce de complémentarité. Mais voilà. Mais c'est pas toujours très facile non plus, surtout quand on est entrepreneur et qu'on a des employés et qu'on a... qu'on dirait le choix de la recherche ou d'un développement produit, de se poser ces questions politiques. C'est très difficile à concilier. Et face à ceux qui considèrent que si nos sociétés européennes ou américaines n'y vont pas, d'autres sociétés dans le monde vont y aller, donc de toute façon on n'a pas le choix autre que de rentrer dans cette course si on veut avoir un rôle, qu'est-ce qu'on peut argumenter face à ça? Évidemment que les autres vont aller, et puis ainsi de suite. Donc si on continue cette logique, c'est une espèce de course en avant, et à la fin on sait tous à 100%, là il n'y a plus de doute, on sait vers où ça va finir, c'est on va tout détruire en fait, tout simplement. C'est vers là qu'on est allé là aujourd'hui, avec l'utilisation en fait de l'IA. Au final c'est pas si immatériel que ça. En fait derrière, souvent on va parler, oui, pour faire de l'IA, pour entraîner de l'IA, on a besoin de serveurs, on a besoin d'énergie, d'électricité. Mais c'est même pas ça vraiment le sujet, c'est parce qu'en fait l'IA derrière, ça suppose qu'on a des données. Et les données, qu'est-ce que ça suppose? C'est qu'il y a eu des processus qui ont été logués quelque part, dans une base de données. Et ces processus, ils sont souvent matériels en fait. Ça peut être des déplacements de personnes, le fait que les gens ont mangé, le fait que les gens ont fait des choses dans la vraie vie. Et en fait, c'est justement parce qu'on est dans un système qui produit, où il y a énormément d'activités, qu'on se retrouve à avoir beaucoup de données. Mais en fait, cette activité, on sait aujourd'hui comment elle se crée, avec des combustibles fossiles. En fait, pour faire de l'activité, il faut de l'énergie. Cette énergie, aujourd'hui, principalement, c'est avec des combustibles fossiles. Et du coup, on arrive, à cause de ces combustibles fossiles et l'effet de serre et tout ça, on arrive aujourd'hui à la destruction de l'environnement. Donc en fait, il ne faut pas voir l'IA comme quelque chose de déconnecté à ce monde physique. Je pense vraiment, l'IA, c'est un tout, c'est une partie prenante de ce sujet-là. Et donc du coup, si on continue dans cette logique-là de mon voisin le fait, du coup, il faut que je le fasse. Du coup, on arrive à une situation qu'on connaît tous, c'est juste la destruction de tout. Donc, il faut à un moment donné voir le problème en face et penser un système moins axé sur la compétition, mais plus sur la collaboration, où on se dit, voilà, on se met ensemble, on se dit, voilà, on a des communs qui sont un environnement, qui peut être des écosystèmes vivants, qu'on veut protéger, et comment on fait pour travailler dans ce système-là, ensemble. Et c'est vers là qu'il faut aller, donc c'est vraiment des enjeux politiques pour moi. Pour terminer, est-ce que tu aurais un livre, un film, un article, une conférence à nous recommander si on veut aller plus loin sur ces idées? Sur ces idées ou sur l'IA de manière technique? Enfin, ce que c'est assez... que tu nous recommanderais en tant que citoyen de lire pour bien comprendre ces enjeux-là? Il y a pas mal de... En fait, le problème, c'est que j'aurais pas les noms des auteurs à chaque fois, parce que je les ai pas en tête exactement, mais toutes les questions un peu de gouvernementalité. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait le lien entre gouvernementalité, capitalisme, statistique, mesure, et de faire avec l'IA aussi. Rouvroy, je crois qu'elle s'appelle, avec un livre là-dessus, qui est assez bien pour avoir une vision un peu générale de ce sujet-là. Puis ensuite, après, moi, j'appelle simplement à comprendre la matérialité
de ce qu'on appelle aujourd'hui l'immatériel. Et je pense que c'est ultra important de vraiment de comprendre à fond qu'en fait les choses qu'on fait, qu'on développe derrière un ordinateur, qui sont du code, qui semble être du texte, au final, ça s'intègre dans des processus qui sont ultra matériels et qui ont vraiment un ancrage avec soit les ressources naturelles, mais aussi l'énergie, hein, et la combustion des énergies fossiles. Donc voilà, c'est le message. On parle beaucoup de déconstruction en sociologie. Toi, tu nous appelles à la reconstruction de la matérialité de nos concepts actuels. Oui, on peut. Oui. Jean-Marie, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de The Bridge.